Madame, monsieur, bonjour. Il était 7h30 ce matin à Madrid, heure d'affluence dans les transports en commun, lorsque dans la gare centrale et dans 2 autres gares de la banlieue, 4 engins explosifs ont semé la mort. Au dernier bilan, on vient de nous le préciser, 173 victimes et plusieurs centaines de blessés. Et quelques minutes après les attentats, tous les transports en commun de Londres ont été interrompus, les stations de métro évacuées, les quartiers concernés ont été bouclés par les forces de sécurité et la police a demandé à tous les habitants de la ville de rester à l'endroit où ils se trouvaient. Londres s'est peu à peu transformée en ville fantôme, quadrillée par les forces de sécurité qui redoutaient un nouvel attentat. Also, wir sind nicht im Krieg. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes en danger d'être bombardés par une guerre psychologique. Concernant l'attentat de Madrid, les explosifs ont été fournis par la police secrète et remis par un membre des services secrets espagnols. Nous avons recueilli des observations semblables à Londres et lors du 11 septembre, d'après lesquels, et selon une haute probabilité, ce sont des événements qui ont été manipulés. Si cela s'est passé comme je le soupçonne probable ou vraisemblable, le but serait de répandre en Europe la sensation que cela peut se produire à chaque moment, toucher chaque personne, et ainsi faire paniquer la population de sorte qu'elle choisisse des dirigeants qui soutiennent cette politique états-unienne et véhiculent le message « Nous ne pouvons lutter efficacement contre le terrorisme que si nous sommes du côté des États-Unis ». Le principal problème des conspirations, c'est que c'est très rassurant. Et c'est encore ce mythe de la supériorité de l'Occident qui est caché là derrière. Parce qu'eux ne peuvent pas faire ça à nous, eux voulant dire des musulmans déterminés qui n'aiment pas les États-Unis. Eux ne peuvent pas avoir fait ça parce qu'ils ne sont pas capables, ou bien moralement ou techniquement. Et c'est nous qui avons fait ça à nous-mêmes. Et moi, je suis convaincu que, justement, pour la première fois dans l'histoire, des gens venant du tiers-monde ont attaqué les Occidentaux sur leur sol. Pendant 5 siècles avant, ça a été l'inverse. Je ne dis pas que c'est bien, je ne veux pas justifier ça. Mais ça, c'est une partie de la chute de l'Empire, et de la décolonisation, et de la perte de pouvoir. On n'a plus... c'est comme ça. Je veux dire, on n'a plus les moyens de contrôler ces pays, on s'efforce de les contrôler, et on s'étonne qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais le blowback, c'est-à-dire le retour de manivelle. Il ne faut pas s'étonner. Et donc je pense que les conspirations, outre leur implausibilité, ont le problème, pour moi, d'être rassurantes. Alors moi, je ne veux pas être rassuré, je pense que la situation n'est pas rassurante. Je pense que l'Occident devrait se rendre compte de sa faiblesse. Et tous les discours qui le rendent tout puissant sont illusoires et dangereux. Ici, les lois islamiques sont appliquées à la lettre et la vie quotidienne est marquée par un conservatisme beaucoup plus rigoureux que dans les autres villes iraniennes. Partout, on célèbre les martyrs de l'islam. Les écoles sont dirigées par les ayatollahs. Théologie, mathématiques, histoire et même médecine y sont enseignées avec une approche islamique. Plusieurs écoles sont strictement réservées aux femmes. À Qom, l'éducation est religieuse mais aussi très politisée. Ici, on fustige l'Amérique et sa dépravation morale. Nous voyons que le monde utilise Internet pour répandre son message inutile et matérialiste. Nous, les musulmans, nous pensons que nous sommes dans le juste chemin. Mais nous croyons que l'impérialisme mondial est au bout de son chemin, car il n'a aucun message à proposer à l'humanité. Une large majorité des opinions publiques dans le monde est désormais opposée à la politique des États-Unis. Je crois qu'aujourd'hui, le soi-disant choc des civilisations, de la civilisation occidentale contre l'islam, n'est rien d'autre qu'un volet de la guerre réelle entre les riches nations occidentales et le reste de l'humanité, qui est de plus en plus pauvre.
Et si nous ne faisons pas suffisamment attention, nous risquons dans ce XXIe siècle de faire face à la révolte, au soulèvement de ces pauvres nations contre les riches. Un tel soulèvement nécessite une idéologie. Et certains utilisent l'islam comme une idéologie de révolte contre les nations riches. Et en premier lieu, contre l'une des plus riches, les États-Unis. Il est naturel que le monde haïsse les États-Unis, car l'utilisation de leur puissance n'a pas de limite. Ils sont les plus forts, c'est bien, mais il faut connaître ses limites, même en étant les plus forts, même en étant la seule superpuissance. Ils ne connaissent pas leurs limites, et cela va un jour leur exploser à la figure. Cela ne va pas durer longtemps aussi. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à se conduire de cette façon, je suis persuadé. On voit que la réaction du système est effectivement l'usage de la guerre, de la violence, de la force directe. Jusqu'à quand est-ce qu'on va vers un affrontement général? Partout, les États doivent faire face à un grand prédateur qui vient se nourrir chez eux. Et partout, en tout cas presque partout, on fait semblant de ne pas identifier ce prédateur. Pour me faire bien comprendre, il faut d'abord décrire la manière dont ce prédateur agit chez nous. Et après, les raisons pour lesquelles, ici même, personne ne dresse d'obstacle suffisant. Donc, ce prédateur, je veux dire, le système économique imposé par la classe dirigeante des États-Unis à l'ensemble du monde, ce prédateur a d'abord pris le contrôle de notre monnaie. La spécificité de l'euro est d'être gouverné par une banque centrale tenue par une oligarchie financière et non plus par les États qui ont créé cette monnaie. Dès lors, il a été possible à un moment donné pour l'oligarchie financière des États-Unis de rentrer en symbiose avec cette oligarchie financière européenne et de remettre l'euro à leur service. Non plus dans une idée de parité, mais dans une idée d'utiliser l'euro pour payer la dette extérieure des États-Unis. Donc le projet a complètement changé par rapport à ce qu'il était au début. Mais il a permis d'ores et déjà aux États-Unis de faire payer leur récente guerre par les économies européennes. C'est un système de ponction générale. Donc les États-Unis, s'ils le souhaitent, peuvent mener maintenant d'autres guerres. Le système est ainsi conçu que la facture est immédiatement transmise en Europe. Même si les Européens sont contre les prochaines guerres, c'est eux qui les paieront. Sauf révolution de ce système. Les oligarchies financières qui en Europe ont accepté de jouer ce jeu-là en sont directement rémunérées et n'ont donc pas intérêt à dénoncer ce système. Puisque, en définitive, c'est le consommateur à la base qui paye, c'est pas eux qui sont les victimes de ce système. Donc, ce genre de situation se retrouve un peu partout dans le monde avec d'autres leviers que celui de la monnaie. At the top, the capitalist system has incorporated everybody.
Le système capitaliste a, au plus haut niveau, intégré toutes les élites. Les Chinois les plus riches et leurs enfants investissent des milliards de dollars dans les fonds monétaires. L'argent vient d'Amérique, de Taïwan et de Chine. Le système capitaliste, à Delhi, à Pékin ou à Moscou, n'a plus de frontières. Les puissants ne veulent pas changer de système, car si celui-ci s'écroule, tous ces gens sont ruinés. Même l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin, son fils investit dans ce système de fonds monétaires. D'où vient cet argent? C'est la même chose en Russie, en Inde, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique. Le système capitaliste est mondial. En ce qui concerne le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a 5 membres permanents, dont 3 d'entre eux, la Russie, la Chine et la France, ne sont pas d'accord avec la politique menée par les États-Unis. Et je pense qu'une position commune, ferme, de ces 3 États, en tant qu'observateurs pour le respect des principes de prévention de l'agression, aurait là un très grand rôle à jouer pour rétablir l'équilibre. La Russie pourrait, et j'espère qu'elle le fera, prendre des initiatives dans ce sens au sein du Conseil de sécurité. Vous pouvez prendre Napoléon. Napoléon aussi voulait atteindre une domination globale. Il a échoué face à l'Angleterre. Ensuite, c'est l'Angleterre qui s'est mise à poursuivre cette visée hégémonique en affrontant ses rivaux, à savoir l'Allemagne et la Russie. Puis ces 2 concurrents se sont combattus mutuellement et se sont affaiblis. Désormais, les États-Unis sont les derniers héritiers de cette visée politique. Ils essayent de s'imposer en morcelant l'Eurasie afin de la contrôler et dominer le monde. Et ils vont tout faire pour morceler la Chine, parce que la Chine est trop grande et aussi trop rusée et trop disciplinée. C'est une trop grande puissance, donc une de leurs cibles. Peut-être aussi l'Inde, je ne sais pas, mais la Chine sera leur prochain objectif de toute manière. Qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre à la Chine? L'atomiser, oui, ça ils peuvent l'atomiser, mais ils vont atomiser la Chine. Envahir la Chine, ils ne sont pas capables de contrôler une partie, l'Irak, où l'opposition vient en fait de la minorité sunnite. Je ne dis pas que les chiites sont pour eux, mais ils ont quand même ils ont délégué une partie du pays à des milices chiites qui ne sont pas sous leur contrôle, mais qui ne les attaquent pas directement, pas trop en tout cas. Puis dans le reste du pays, ils ne contrôlent rien. Alors, si dans un pays de 24 millions d'habitants, étranglés par 13 ans d'embargo, etc., ils n'arrivent pas à prévaloir, ils vont s'attaquer à la Chine. Le nouvel ordre mondial a commencé avec la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. La vision du père de Bush était qu'après cette guerre, les pays européens, arabes, la Russie, etc., seraient de véritables paillassons, des lavettes. Mais la vision s'est vite désintégrée. L'Europe est à présent plus unie. La Chine est devenue plus forte. La Russie s'en est sortie
Et 20 ans après, le néolibéralisme a produit une opposition plus forte en Amérique latine. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial est une nostalgie.